Nous allons maintenant nous attaquer à l'actualité de la semaine et pour cela, nous accueillons du renfort deux journalistes. Bienvenue à vous, Annika Jures. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Vous êtes donc correspondante en France de l'hebdomadaire allemand Die Zeit. Bienvenue, Willkommen. Pardon Ouais, Willkommen. Ouais. Willkommen. Ah oui, Ouais, pardon. excusez-moi. Pardon. Non, c'est moi. J'aurais fait un effort. C'est que moi. C'était Excusez-moi. presque parfait. Juan Willkommen. José Dorado, bonsoir. Bonsoir à vous. Je ne vais donc pas me risquer. Vous êtes correspondant espagnol à Paris et vous collaborez notamment au groupe de presse La Región. La Región. La Región. Tout de suite, la première actualité de la semaine. Nadia, notre premier sujet d'actualité, c'est donc ce nouveau procès qui a lieu en Allemagne, précisément, le procès d'un Syrien qui est jugé pour crime contre l'humanité. Et on peut considérer que c'est peut-être une page de l'histoire de la guerre de Syrie la guerre en Syrie qui est en train de s'écrire. C'était donc mercredi. L'accusé, c'est un médecin syrien, un ex-médecin syrien qui est mis en cause dans 18 cas de torture et au moins un meurtre d'opposants. Il encourt la prison à vie. Il faut préciser que cette action en justice, elle a été rendue possible par ce qu'on appelle la compétence universelle. L'Annika Jures, c'est un concept juridique qui est assez compliqué, qui est appliqué donc en Allemagne. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer en quelques mots et de manière un peu simple ? Oui, ça veut dire que même les crimes qui ne sont pas faits dans le propre pays peuvent être poursuivis en Allemagne. Et c'est beaucoup plus compliqué en France. Donc c'est pour ça qu'il y a des tortureurs, des violeurs qui sont assignés en Allemagne et pas en France. Et je pense que c'est un droit absolument fondamental. On a vu en Allemagne que c'était beaucoup suivi. Il y a un précédent, il y a un haut gradé qui a également été condamné la semaine d'avant. Voilà. Donc ça commence, je pense qu'on aura beaucoup de procès comme ça maintenant, puisque c'est juste le début d'une longue nouvelle histoire qui s'ouvre là. Et je pense que pour les victimes, c'est très très important. On a vu on imagine bien que les victimes de telles tortures et tout ça, pour eux, ça change beaucoup si à la fin, il y a quand même fait un peu de justice. Juan José Dorado, Annika Jures explique que c'est le début de quelque chose, voilà, qui justement c'est en train de changer, ça devrait continuer de se reproduire, ce type de procès. Ça veut dire d'une part que c'est la fin de l'impunité maintenant pour un certain nombre de criminels justement jugés pour crimes contre l'humanité. Et comment, très concrètement, peut-on mener à bien une instruction, une enquête, dès lors que, comme le rappelait Annika Jures, cette procédure de compétence universelle permet de juger des gens pour des actes qui ont été commis ailleurs, bien loin, dans un autre pays. Comment est-ce que le juge peut enquêter ? Alors c'est assez compliqué, mais il y a quand même un précédent. C'était 1998, c'est le juge espagnol Baltasar Garzón qui avait donc demandé l'arrêt de Gustavo Pinochet, le dictateur chilien, quand il était en Angleterre. Je vous interromps un instant, Juan José Dorado, parce que précisément Jean-Mathieu Pernin voulait évoquer ce précédent et il vous redonne la parole dans un instant. Mais effectivement, ce principe de compétence universelle, comme le disait Juan José Dorado à l'instant, Jean-Mathieu, il a été mis en œuvre en Espagne. Mais oui, vous l'avez dit, c'était en 98 et en fait tout ça a commencé avec un mal de dos, comme quoi on est tous égaux, même les dictateurs comme les simples citoyens, parce qu'Augusto Pinochet, il va à Londres pour se faire soigner une hernie discale et bien justement à peine est-il rentré en clinique que des policiers britanniques se postent devant l'établissement car un mandat d'arrêt international a été lancé contre lui et Pinochet à ce moment-là, et bien en 98 risque d'être mis sous les verrous. Alors c'est un coup d'éclat, vous l'avez dit, qui provient d'un juge espagnol, Baltasar Garzón, qui utilise donc le principe dont nous parlons de compétence universelle qui est inscrit alors dans la loi espagnole pour interpeller l'ex-dirigeant chilien devenu sénateur à vie. Et le magistrat agit donc sur la plainte d'une plainte déposée par des victimes de la dictature chilienne. Et bon, il y a eu 2 ans ensuite d'atermoiement. Finalement, le gouvernement britannique décide de renvoyer Pinochet dans son pays pour raison de santé. Et il le laisse retourner donc à Santiago du Chili où, étrangement, miraculeusement, alors là, arrivé sur le tarmac de l'aéroport, il se lève de son fauteuil et il embrasse tout le monde, donc il allait très bien. Alors, donc jusqu'en 2009, l'Espagne va se distinguer, donc en appliquant pleinement son droit de compétence universelle. Ils vont enquêter aux États-Unis, en Israël, au Rwanda également. Et puis là, il va y avoir des petits coups de pression. Madrid reculera une première fois avant de faire une vraie pause en 2014. Le principe de compétence universelle est désormais limité au fait, que la personne incriminée doit être espagnol. Un lien avec ce pays, ne suffit plus pour faire l'objet d'une enquête. Il paraît d'ailleurs maintenant que certains dictateurs ont désormais le sommeil plus léger. Mais pour vous redonner la parole, je crois que cette loi, elle pourrait encore changer. Elle pourrait changer depuis 2016. Il y a un projet, effectivement, de faire changer la loi. Mais depuis 2016, on est en 2022 et ça n'a pas encore été fait. Mais la réalité est qu'effectivement, à partir de 1998, ça devient plus simple, entre guillemets, de pouvoir poursuivre les crimes contre l'humanité sur des personnes qui l'ont commis à l'étranger. Mais ce qui est important de dire là, c'est que
on a mis en difficulté tous les gouvernements. L'Espagne a changé sa loi parce qu'elle a été mise en difficulté justement par ce principe des compétences universelles. Et donc, en 2009, la loi a été effectivement modifiée, encore en 2014. Et ce qui se passe d'ailleurs, j'imagine, en quelque sorte aussi du côté français, quand on parle du cas allemand, c'est que les gouvernements sont mis en difficulté et la politique internationale parfois fait fi justement des droits humains. Tania Montagne, ça veut dire que ce précédent allemand qu'on évoquait à l'instant, avec ces deux procès, la condamnation de la semaine dernière et le procès en cours cette semaine, est-ce que ça peut faire ouvrir un nouveau temps justement de justice, une sorte de concrétisation de rêve de justice universelle justement, qui fasse qu'il n'y ait plus d'impunité pour les tortionnaires qu'on évoquait à l'instant? Après, ce que je me demandais, c'est la question des moyens, parce qu'il y a la question diplomatique, et puis il y a quel budget on va mettre au service de cette justice-là, parce qu'il faut pouvoir enquêter. Là, c'est sur une plainte des victimes qui sont voilà. en Allemagne. Est-ce qu'un État peut se saisir, est-ce qu'on rentre dans des démarches comme ça? L'indemnisation des Voilà, victimes, quelle est la réparation après qui est, Le travail, il est énorme parce que justement, il y a des centaines de milliers de victimes. Donc, c'est sûr que ça ne va pas être poursuivi. Enfin, tous les cas ne vont pas être poursuivis, mais et puis voilà, après, c'est plutôt le symbole qui compte pour le moment. Et je pense que ça vient impacter aussi, parce que notre rapport aux Syriens, comment on les accueille ou pas. Donc ça vient aussi interroger plein de choses. Notre capacité à la fois à accueillir quelqu'un et à l'écouter et à le considérer comme un justiciable qui doit avoir réparation. Donc, et c'est d'ailleurs sûrement pas un hasard aussi, au regard de la politique d'immigration qui a été celle de l'Allemagne sous Angela Merkel au moment de la crise migratoire de 2015, justement, et de l'accueil qu'il y a eu, si ces premiers procès ont eu lieu aussi en Allemagne. On va maintenant passer à notre temps fort en images de la semaine. Vladimir Poutine montre ses muscles, Moscou continue ses manœuvres militaires à la frontière ukrainienne. Emmanuel Macron lui défend l'édification d'un nouvel ordre de sécurité sur le vieux continent en collaboration avec l'OTAN. Et le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, il a rencontré, c'était hier, à Genève, son homologue russe, Sergueï Lavrov, et il a mis en garde Moscou. La Russie a deux options. Choisir la voie de la diplomatie vers la paix et la sécurité, ou la voie qui mène au conflit, avec de graves conséquences et des condamnations internationales. De son côté, l'Union européenne agite la menace de nouvelles sanctions envers la Russie. Alors jusqu'où la communauté internationale est-elle prête à aller pour défendre l'Ukraine, Juan-José Dorado? C'est une question qu'on est en droit de se poser parce que justement, même à l'intérieur de l'Union européenne, tous les pays ne sont pas du tout dans la même ligne. Et pas que dans l'Union européenne, les pays de l'OTAN ne sont pas du tout non plus tous d'accord sur comment faire. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, faire face à Vladimir Poutine, ça devient très compliqué. On a constaté ce qui se passe du côté des manœuvres militaires du côté de la Biélorussie, les troupes amassées à la frontière avec l'Ukraine, mais on constate aussi que la tension monte du côté des États baltiques, du côté de la Suède. Donc, trouver un point d'accord, ça va être assez compliqué. L'idée, effectivement, c'est de faire que l'Union européenne et une force militaire, mais pour l'instant, ce qu'on appelle la boussole stratégique qui a été présentée par Borrell, le représentant de l'Union européenne, va être étudiée certainement au mois de mars lors du Conseil européen, mais ça prend beaucoup de temps et il va falloir donner des réponses. Donc des réponses compliquées et difficiles, mais surtout des réponses qui seront forcément financières, puisque militairement, nous n'avons pas les moyens. Annika Yoras, il y a des divisions à l'échelle européenne. Effectivement, la Pologne n'est pas la France, qui n'est pas le Portugal, mais il y a des divisions à l'intérieur même des gouvernements, y compris en Allemagne, où tous les différents partis n'ont pas la même position, notamment sur la question du gaz russe, dont l'Allemagne a besoin, le fameux gazoduc Nord Stream. Oui, je pense que c'est ça le grand frein, finalement, aux sanctions des Allemands, parce que c'est toujours eux qui, à l'instant, c'est toujours eux qui freinent le plus là, pour les sanctions qu'on pourrait faire à la Russie. Et c'est justement c'est pour la raison de la dépendance de l'Allemagne du gaz russe. Il y a le Nord Stream qui est fini, mais qui n'est pas encore mis en marche, parce qu'il y a encore des jugements qui doivent être faits, mais c'est un grand conflit entre les Verts et les sociodémocrates. Et les sociodémocrates, ils ont des liaisons, on peut dire, un peu dangereuses avec la Russie. C'est ce qui explique que le gouvernement ne veut pas, pour l'instant, en tout cas, refuse de livrer des armes à l'Ukraine pour faire face à la menace russe. Je pense que c'est ça la vraie raison. Et il y a beaucoup des analystes allemands qui le partagent, parce que c'est un énorme projet qui a été mis en route par l'ancien chancelier Schröder, qui travaille maintenant pour la Russie, pour Gazprom. Donc c'est quand même un grand lobbyiste finalement du gaz russe.
et qui est social-démocrate toujours, à l'honneur de la partie, tout ça. Donc, Parce que l'Allemagne n'est donc pas souveraine sur cette question des énergies. je pense non, ils sont trop dans la dépendance. On est dépendant toujours du gaz et la moitié du gaz vient de la Russie. Donc il y a un grand conflit d'intérêts, on va dire, au sein du gouvernement allemand. L'autre actualité de la semaine maintenant, sur laquelle nous allons nous pencher, Nadia, eh bien, c'est le début de la présidence française du Conseil de l'Union européenne et la campagne présidentielle française qui s'est invitée, c'était mercredi, au Parlement européen. Oui, Emmanuel Macron était dans cette belle ville de Strasbourg. Effectivement, il y a prononcé son discours inaugural de cette présidence française du Conseil de l'Union. Oui, coucou maman. 20 minutes au cours desquelles il a martelé que cette présidence devait être un moment utile pour l'Europe et non pas un marchepied électoral comme certains le lui ont reproché. Il a également énuméré une série de chantiers aussi divers et massifs que la réforme de Schengen, le droit à l'IVG ou encore le défi numérique. Juan José Dorado, comment est-ce que ce discours, un peu d'équilibriste, il a été reçu en Espagne ? Alors la première chose, c'est que nous, on s'intéressait surtout à l'annonce faite par le président de vouloir faire intégrer donc le droit à l'avortement et la défense climatique de l'environnement dans la charte de l'Union européenne. C'est ce que nous, on a surtout souligné lors de ce discours. Par la suite, on sait tous parfaitement qu'on va lancer un certain nombre des dossiers et que ça dépendra aussi des présidences qui vont suivre, qu'ils iront au bout ou pas. On sait que les prochaines présidences, que ce soit la République tchèque, la Suède ou l'Espagne, vont certainement... Tous les 6 mois, il faut... Tous les 6 mois, donc, mais c'est des pays, notamment, je parle de l'Espagne ou encore de la Suède, qui va avancer sur la question de la défense européenne, l'Espagne aussi. Et c'est vrai que l'Espagne va aider sur la question de la défense du climat. Donc c'est des dossiers qui vont pouvoir pas aboutir pendant la présidence française, mais qui effectivement pourront aboutir dans quelques présidences, parce qu'effectivement derrière, il y a des présidences, il y a des pays qui sont intéressés à que ces dossiers aillent jusqu'à la fin. Donc c'est bien pour la France que Macron ait fait ce discours, qu'il ait donné ses priorités, sachant qu'effectivement, c'est pas lui qui va clore les dossiers. Taniane Montagnes, comment vous avez perçu justement le fait que aussi finalement cette présidence française, la présidentielle plutôt, la campagne présidentielle s'invite finalement dans le discours du président de la République. Alors c'est vrai que lui-même a peut-être mélangé les genres. Est-ce que vous trouvez ça finalement normal que l'on parle de politique intérieure alors que là normalement on devrait parler pour les 27 ? Normal, je crois que là, on est complètement sorti de la question de la normalité. Oui, de toute façon, vraiment, c'est plus du tout le sujet. Après, là, je suis contente d'entendre que dans le discours qui est véhiculé, il y a des choses dont vont pouvoir se saisir les autres, en fait, parce que nous, on est aussi pris dans cette vision-là de dire oui, bon, en fait, c'est un temps de la folie qu'on vit en permanence, et donc c'est toujours bien de savoir ce qui ressort pour d'autres qui ne sont pas pris dans cet hôpital psychiatrique. En tout cas, vous le disiez, Juan José Dorado, la présidence française ne va durer que 6 mois, comme c'est la règle au sein de l'Union européenne. Et 6 mois, c'est somme toute très court. Ouais. Et alors, c'était pas totalement hasard, je crois, mais Jean-Luc Mélenchon aussi était à Strasbourg ce même jour. Alors qu'il n'est pas député européen. Il tenait un meeting juste après le discours d'Emmanuel Macron. On a également pu le croiser dans les couloirs du Parlement européen. Il n'a pas manqué d'étrier les ambitions d'Emmanuel Macron quant à l'Europe. On le regarde. En réalité, une présidence a une faible initiative. Pourquoi ? Parce que, comme on change de président tous les 6 mois, le programme roule de l'un à l'autre. Et en quelque sorte, c'est toujours la Commission qui a la haute main sur ce qui se fait réellement. Par conséquent, le président français avait une petite marge de manœuvre qui était celle d'introduire de nouveaux sujets dans la discussion européenne. C'est ça, principalement, sa marge de manœuvre. Et là, on ne trouve rien. Annick Ayora, ce qu'il pointe là, c'est un déficit démocratique, c'est un refrain assez connu. Est-ce qu'en effet, malgré tout, c'est la Commission qui a le final cut, pour dire les choses en bon français, c'est-à-dire c'est la Commission qui décide à la fin sur les grands chantiers qu'on évoquait ? C'est vrai qu'il n'est pas complètement faux ce qu'il dit Mélenchon, parce que, par exemple, sur les grands sujets d'actualité de la taxonomie, donc les règles pour les financements verts du futur, c'était la Commission qui a donné l'acte délégué jusqu'avant le Nouvel An, en plus. Et sans discussion vraiment avec les parlementaires. Après, ils peuvent encore voter ou arrêter le projet, mais c'est difficile. Donc souvent, et on ne sait même pas, comme journaliste, je sais que j'appelle la Commission, et c'est difficile qui a décidé quoi, on ne sait pas. Il y a beaucoup des fonctionnaires qui travaillent, pas en cachette, mais on ne peut pas les nommer, on ne sait pas qui a décidé quoi. La Commission, elle est composée à l'initiative des États, quand même. Ce sont les États membres et ensuite elle est validée par le Parlement.
Oui, normalement, ça c'est la structure. Mais après, pour discuter d'un projet, il faut savoir qui a vraiment... C'est la bureaucratie, en fait, que vous décrivez là. Oui, mais une énorme... Enfin, je pense qu'il y a 30 000 fonctionnaires qui travaillent quand même à la commission. J'ai vu ces chiffres-là, ça m'a surpris quand même. Je ne dis pas que c'est un travail important, mais il faudrait quand même qu'on puisse nommer les gens et pouvoir discuter avec eux, parce que là, c'est une box noire. Donc, on n'a pas d'idée qui a décidé quoi. Parmi les priorités évoquées, Juan José Dorado, il y a celle, vous l'évoquiez tout à l'heure, de la lutte contre le réchauffement climatique, évidemment, et notamment ce projet de taxe carbone aux frontières de l'Europe, qui est un projet, c'est un serpent de mer quasiment de l'Union européenne. Jacques Chirac, déjà en son temps, la prenait. Est-ce que là, on peut quand même espérer, il y a un accord de principe, il y a maintenant une discussion sur les modalités de cette taxe, mais est-ce qu'on peut espérer qu'elle se concrétise dans les mois qui viennent, et peut-être d'ailleurs au cours de cette présidence française? Alors ça paraît d'un côté compliqué qu'effectivement, vous avez parlé d'une présidence de 6 mois, mais en fait la présidence française, ça va être 3 mois, puisque tout a été raccourci à janvier, février, mars. Après le premier tour de la campagne, le premier tour de l'élection en France, c'est le 10 avril. Voilà, effectivement. Après, il n'y a pratiquement plus de présidents français dans les faits. Espérons que ça pourra se concrétiser. Mais en tout état de cause, j'ai plutôt confiance en que les présidences qui vont suivre, la présidence tchèque, ou encore, surtout la présidence suédoise, qui fasse effectivement qu'on puisse aboutir à des projets comme celui-là. L'Espagne, elle y est favorable à cette taxe carbone aux frontières? L'Espagne est favorable à cette taxe carbone. On a vu comment ça s'est passé avec les Gilets jaunes en France, quand on a essayé d'imposer une espèce de taxe carbone sur l'essence, etc. Mais aujourd'hui, les États, et notamment l'Espagne, est très favorable à qu'on aille beaucoup plus vite en matière d'environnement. Mais alors aussi, quand on voit ce mélange, on a parlé à un moment de mélange des genres concernant le discours d'Emmanuel Macron, voilà, sur les migrants, la taxe carbone, plein de choses. Enfin, bien sûr, ce sont des considérations nationales, on se rend compte que tout le monde a ces mêmes considérations, mais aussi c'est parce que tout se traite aussi à Bruxelles. Les très grands sujets comme l'agriculture, par exemple, oui, sont traités à Bruxelles. Donc je pense que si c'est un peu mélangé, ça ne fait pas de mal, puisque il y a toujours les deux niveaux. On l'a vu plus récemment, Annika Iurès, la crise du Covid, la crise sanitaire et ses conséquences d'ailleurs avec le plan de relance économique montrent qu'aujourd'hui, ce genre d'enjeux ne peuvent plus être traités à l'échelle nationale. Justement, c'est pour ça que c'est ça. Et même si jusqu'ici l'Union européenne n'avait pas la responsabilité pour la santé, je pense qu'il y a une grande aspiration aussi dans les peuples que ce sera un sujet à l'avenir qui sera traité en commun à Bruxelles. Donc je pense, même si au début ça a un peu failli au niveau bruxellois parce qu'il n'y avait pas des règles communes et même toujours ça coince toujours, mais je pense que ça a quand même déclenché une réflexion sur la stratégie de vaccination. Oui. On a vu que là pour le coup, voilà, l'Europe, sans l'Europe, d'ailleurs Emmanuel Macron l'a dit. C'est vrai. Mais les passes vaccinales et tout ça, il y a 27 solutions aux frontières, donc c'est pas encore complètement unifié. Une chose, là on dit Emmanuel Macron mélange des genres, présidence française et campagne présidentielle. En 2006, l'Allemagne devait assurer la présidence de l'Union européenne et puis finalement on ne l'avait pas fait parce qu'il y avait une campagne électorale. Est-ce que aujourd'hui vous pensez qu'on aurait dû finalement que la France aurait dû s'en passer de cette présidence de l'Union européenne pour éviter ce mélange de genres? Je pense que ça aurait été plus élégant quand même. Parce que, en plus, je me demande comment il fait avec son temps, parce qu'il a géré un pays, très peu, paraît-il, une campagne. Oui, c'est ce qu'il dit en tout cas. Où ses équipiers travaillent beaucoup, mais en tout cas, moi j'aurais préféré qu'il ne fait pas ça, parce que maintenant on a une discussion, est-ce que c'est un mélange de genre et tout ça, on aurait pu éviter et se concentrer sur les sujets.